Ça va faire du bruit, croyez-moi, et on va en entendre parler de ce monde du silence, parce que le chant des sirènes n'est peut-être pas celui que l'on connaît. Hervé Glotin nous a rejoint à bord d'Explo. Bonsoir Hervé, merci Bonsoir. d'être là, parce que vous avez quitté le bord de l'eau, en fait, pour venir nous parler d'un peu plus près des grands cétacés, des animaux, de ce monde qui n'est pas le monde du silence, on vient de l'entendre. Ça, c'est pas une surprise, mais tout le monde ne le sait pas. Tout le monde imagine que l'obscurité des fonds s'associe au silence, alors que c'est tout le contraire. Obscurité signifie que les animaux qui vont vivre dans ce milieu vont profiter des émissions acoustiques qui se propagent très bien dans ce milieu pour observer. Donc ils vont voir à travers les sons. Alors voilà, vous l'avez compris, plus besoin de présenter Hervé Glotin, c'est un spécialiste des émissions acoustiques de ces animaux, du monde marin. Vous êtes informaticien, chercheur à l'Université de Toulon. Exactement. Et j'ai commencé à travailler sur la reconnaissance automatique de la parole et on essaye de transcrire, d'adapter ces méthodes à l'analyse des sons des cétacés. Vous êtes en train de me dire que vous êtes arrivé par hasard dans le milieu maritime? J'y suis arrivé à l'occasion d'un workshop qu'un collègue, Olivier Adam, organisait à Monaco en 2005. Et depuis, je suis de plus en plus trempé dans ce milieu. Merci Olivier Adam. Alors, ce que l'on a vu à l'instant sont des images qui nous viennent de l'autre bout du monde, j'allais dire. Mais ces observations, ce constat de cette menace finalement pour ces animaux, on peut l'observer tout près de chez nous, tout près de chez vous surtout. À 4 heures de TGV de Paris, vous arrivez à Toulon et effectivement des cachalots, les plus grands odontocètes, les baleines mais qui ont des dents, donc ce ne sont pas des baleines, des odontocètes, vivent au large de Toulon et sont menacés des perturbations touristiques, les bruits de jet ski, le whale watching qui devrait s'intensifier dans les années à venir et les activités militaires. Vous voulez dire qu'au large de Toulon, effectivement, on a toutes les activités humaines que l'on connaît, les militaires d'un côté, le flot touristique estival, mais il y a aussi une colonie de cachalots, entre autres, assez importante pour qu'on puisse l'observer et mieux la connaître. Absolument, assez fréquente finalement, et curieusement, on a découvert cette fréquence il y a quelques mois seulement, au travers d'une nouvelle manipulation qu'on a instaurée avec le Parc national de Port-Cros, où l'on mesure par acoustique, donc avec des hydrophones que l'on plonge dans l'eau, la présence de ces animaux pratiquement à chaque sortie du parc, alors qu'au niveau visuel, il y avait une observation d'une fois sur 10, d'une sortie sur 10 seulement. Alors qu'est-ce que l'on a découvert? Alors je vous demandais de vulgariser un petit peu parce qu'on n'est pas à l'université et que tout le monde comprenne bien l'intérêt de ces recherches et de ces observations. On a découvert qu'ils étaient présents l'hiver, alors qu'ils n'étaient que très peu observés l'hiver. On a découvert qu'ils étaient souvent dans les mêmes zones, là où ils bénéficient certainement d'un bon rapport entre le nombre de proies et la nuisance qu'ils encourent par l'homme qui l'environne. On a découvert qu'ils avaient des comportements différents, les pleines lunes des lunes nouvelles. Leurs proies sont peut-être pas au même niveau. C'est ça, les proies ont elles-mêmes des comportements différents, donc ils s'adaptent évidemment à la position, au déplacement de ces proies. On a découvert aussi qu'il n'y avait pas que des cachalots, il y a bien sûr, on le savait déjà, des rorquals communs qui sont les proches cousins des baleines bleues. Des belles bébêtes de plus de 20 mètres de long. De plus de 20 mètres de long, qui, elles, ne changent pas de cap lorsqu'elles sont perturbées et elles sont souvent coupées en deux par les ferries, la marine marchande ou la marine des ferries corses côte continentale. Alors à quel moment est-ce que l'on, de la vie animale sous les mers, à quel moment est-ce que l'on est mieux placé pour en apprendre sur lui et ses émissions acoustiques? C'est au moment de la chasse? En fait, c'est un animal qui va chasser C'est un prédateur. Les 3/4 de sa vie. Donc on est pratiquement à chaque enregistrement dans des bonnes conditions pour l'observer. Il va constamment émettre son sonar pour observer son milieu. Il plonge à 1000 mètres, 700 mètres de fond et il va être constamment actif. Donc avec un hydrophone, vous avez très rapidement une notion de la taille de l'individu par l'analyse de la structure de son émission. Vous avez une indication sur le roulis, le tangage de l'animal également, sur sa vitesse, sur sa position. Et si vous avez plusieurs hydrophones, vous pouvez reconstruire le chemin qu'emploie, que traverse l'animal sous vous, sous 1000 mètres de fond. Donc vous avez également sa vitesse, son accélération. Vous pouvez calculer l'énergie qu'il dépense pour se déplacer. Vous pouvez calculer éventuellement également le nombre de proies
estimé qu'il a capturé durant sa plongée. Et vous pouvez comme ça mesurer énormément de variables sur la quantité de nutriments absorbés, la quantité d'énergie dépensée pour sa chasse et vérifier qu'il est dans des conditions optimales de vie dans le site. Alors, plus loin et plus profond que le cachalot, c'est difficile. Il y aurait eu le sous-marin éventuellement, et encore? Non, bon, les sous-marins ont d'autres objectifs. Là, si vous parlez de ces profondeurs, ce sont des sous-marins militaires qui vont avoir tout à fait d'autres stratégies que d'observer les animaux aux alentours. Même si les oreilles d'or des sous-marins en question, évidemment, les entendent, ces animaux. Et ça veut dire qu'en étudiant le cachalot, vous apprenez énormément de choses sur le monde sous-marin. Absolument. Ce sont les animaux qui sont en fin de chaîne alimentaire. Comprendre, observer ces animaux dans la zone, ça veut dire que l'ensemble de la zone est saine et leur présence régule aussi la zone. Donc c'est s'assurer que la zone va rester saine. Les perturber, c'est déséquilibrer la chaîne complètement et rendre instable toute la biodiversité, notamment au large de Toulon. Donc on parle ici d'un canyon d'une richesse incroyable qui s'appelle le canyon des Stockades, et qui est certainement l'un des plus beaux sites sur la côte française. Et qui est au pied des chercheurs que vous êtes. Vous n'êtes pas tout seul. J'allais dire, c'est un spot incroyable. C'est une chance inouïe qu'on ait ça sur le littoral français. Est-ce qu'on peut plus en profiter? Parce que vous venez de le dire, vous venez de tirer à nouveau la sonnette d'alarme pour les animaux, peut-être aussi pour les hommes, parce que c'est pas anodin un cachalot. Faut faire attention quand même. Justement là-dessus, faut peut-être que les deux mondes apprennent à coexister et c'est le moment d'en profiter, le lieu d'en profiter. Oui, peut-être qu'il y a des moyens qu'on essaye d'installer sur la zone, peu onéreux, qu'on essaie de coordonner donc à travers des enregistreurs et des renvois des enregistrements sur nos serveurs de calcul pour construire la trajectoire des animaux qui traversent la zone et donc alerter éventuellement les trafics maritimes de leur présence pour éviter qu'il y ait des collisions. Avertir également les essais militaires de la présence de ces animaux pour éviter qu'il y ait nuisance des essais sur les animaux. Le jet ski, on peut peut-être éviter aussi. Peut-être contraindre un petit peu plus les activités fortement perturbantes qui sont le jet ski. Bien réguler le whale watching qui peut se faire dans de bonnes conditions, mais qui doit se faire avec une considération des nuisances acoustiques qu'il faut bien comprendre. Bien intégré dans le whale watching. Oui, parce que la baleine, ce qu'elle a au-dessus de la tête, c'est l'équivalent d'une terrasse au sport d'hiver avec 300 paires de pompes qui tapent sans arrêt pendant des heures. Et ça, c'est perturbant. On les stresse. On les stresse dans une période où ils vont se reposer. Ils vont avoir 5 minutes de repos pour 1 heure de plongée. Et ce sont des minutes cruciales, très intenses pour l'animal, de repos, de réoxygénation. Si elles sont réduites, la plongée va être peu rentable et vous rentrez dans un déséquilibre pour la journée complète et là vous pouvez rentrer dans des zones de stress. Donc l'animal soit va choisir de ne plus revenir sur le site alors que c'est un des sites importants pour lui sur le bassin ouest méditerranéen sûrement et on finirait par écarter ces animaux de nos côtes alors que c'est une richesse peut-être financière éventuellement, mais surtout scientifique, et un équilibre de la zone qui est assuré par ces super prédateurs. Alors il nous reste un peu moins de 2 minutes, Hervé. On n'est pas parti dans la mer lointaine parce qu'on en venait avec ce film de Sébastien Follin. C'est pour redire toute la richesse de ce bassin méditerranéen qu'on soupçonne d'être pauvre en nourriture, parce qu'on parle beaucoup des bancs de poissons qu'on ne pêche plus comme avant, etc. En fait, il y a une extrême grande richesse dans le monde sous-marin méditerranéen, au-delà de la Sicile. Je parle des zones qui sont fréquentées. Absolument. On a une expérience qui est menée par des collègues italiens au large de la Sicile qui a démontré la présence de ces cachalots en fréquence inespérée sur plusieurs mois et qui montre des mouvements migratoires qui expliquent peut-être des transhumances entre le bassin ouest et le bassin est, mais finalement qui expliquent que ces animaux peuvent rester dans le bassin méditerranéen toute leur vie. Donc ce sont des espèces certainement concentrées dans le bassin, d'où le risque à les perturber, de casser réellement un équilibre très subtil. Bon, en quelques mots, les jeunes chercheurs et universitaires que vous êtes tous autour de ce bassin méditerranéen, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra justement sensibiliser les gens sans les envoyer trop près de ces cachalots qui peuvent être dangereux, il faut le redire, il y a quand même des dents. Effectivement, le conservatoire du littoral avec le parc national de Port-Cros est très attentif à nos travaux et nous donne l'occasion, à travers d'une maison d'un ancien océanographe, au large de Cavalère, nous donne l'occasion de construire un peu des modèles de réalité virtuelle pour projeter les observations qu'on analyse par acoustique passive sur le site. Donc c'est tout un cycle de show, de sensibilisation du public
aux observations acoustiques qu'il faut traduire en termes d'images, de trajectoires. Donc vous pouvez observer des rendus sur les fonds ici. Hervé Glotin, je vous remercie. Vous allez quand même nous faire un joli cadeau pour vous, pour nous tous. On en a 2 fois 15 secondes. 2 fois 15 secondes, on écoute les 2 types d'émissions acoustiques quand même de ces animaux. Il y a celui du chasseur, du prédateur. Voilà, les grands dauphins qui vont écolocaliser par des clics. Donc c'est des transitoires. Alors on l'écoute. Et puis on a quand même le fameux chant des sirènes, le chant des baleines. On a les chants, les voyelles que l'homme aussi utilise, des sortes de signaux qui sont à plus longue dimension temporelle et qui vont transmettre de l'émotion ou se montrer à l'autre, le séduire, etc. Donc là, on entend les chants de baleines. Merci pour le cadeau, merci pour votre visite Hervé Glotin. À très bientôt, j'espère. Alors.